Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Nous célébrons en Algérie le 38e anniversaire du printemps berbère, coïncidant avec le 20 avril 1980. Des festivités marquant cette date mettent en avant les acquis réalisés 38 ans après. Comment convaincre les investisseurs étrangers de venir en Algérie monter des projets de partenariat avec leurs homologues algériens? C'est le but d'une rencontre tenue à Marseille, organisée conjointement par le Consulat général de Marseille et le Conseil du département des Bouches-du-Rhône. On en parle également. Et puis on ira découvrir dans les régions l'extraordinaire Hammam Trad de Taraf, un paysage féerique que notre caméra a filmé pour la première fois. On le verra tout à l'heure également. Bienvenue à tous. Nous célébrons donc aujourd'hui le 38e anniversaire du printemps berbère, coïncidant avec le 20 avril 1980. Les festivités marquant cette date mettent en avant les acquis réalisés 38 ans après, notamment la consécration de Yenayer comme fête nationale, chômée payée, ainsi que l'officialisation de la langue tamazight et son enseignement également. On parle aussi du lancement prochain de l'Académie de langue amazigh. Reportage Walid Zajour, commentaire Amal Bouakba. Le 20 avril 1980, une date historique qui marque le combat pour la reconnaissance de l'identité, la culture et la langue amazigh. 38 ans après, la célébration de cet événement est une occasion de mettre en avant la richesse culturelle et linguistique de l'Algérie qui reflète la diversité du patrimoine et des traditions d'un peuple pour qui l'amazirité reste un facteur d'unité nationale et de cohésion sociale. Les revendications portées par les générations passées ont commencé à prendre forme sur le terrain, avec notamment la création du Haut Commissariat à l'amazirité en 1995. Cet organisme étatique est la première institution officielle dans le Maghreb chargée de réhabiliter l'amazirité et de promouvoir la langue amazigh. Durant les 2 dernières décennies, d'importants acquis ont été réalisés. Et c'est précisément en 2002 que l'Algérie reconnaît pour la première fois, sur décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika, tamazight comme 2e langue nationale. فقد اخترت بكل حرية وعن توعية وكل قناعة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية اعتقادا راسخا مني بأن موقفي هذا لا مبتغى من ورائه سوى خدمة الجزائر والمصلحة العليا للوطن المقدس. « 14 ans après, tamazight est hissé au stade de langue officielle dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2016. Un acquis précieux fortement salué. S'en suivra une série d'autres avancées. Une année plus tard, soit à la fin de l'année 2017, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, décide lors du Conseil des ministres la consécration du nouvel an amazigh, Yenayer, comme fête nationale chômée et payée. Le chef de l'État donnera des instructions fermes au gouvernement pour accélérer le processus de généralisation de l'enseignement de la langue amazigh dans toutes les wilayas du pays. Des mécanismes sont également mis en place pour son apprentissage et son utilisation, en plus de la formation d'enseignants spécialisés dans la langue amazigh. Il est également question de la création dans les plus brefs délais de l'Académie de la langue amazigh sur décision du chef de l'État. À ce propos, le Premier ministre avait annoncé dernièrement que le projet de loi organique portant création de cette académie sera présenté au Parlement durant le premier semestre de cette année. Autant dire que toutes les décisions prises ne sont pas restées lettres mortes, elles se sont bel et bien concrétisées sur le terrain. Ainsi, l'officialisation de la langue amazigh a donné lieu à sa généralisation comme moyen de communication à travers toutes les institutions publiques. Auparavant aussi, et sur décision du chef de l'État, la télévision algérienne a lancé en 2009 une chaîne de télévision d'expression amazigh qui diffuse des programmes pour promouvoir la culture et le patrimoine amazigh. En somme, la consécration de la dimension amazigh en tant que fondement de l'identité algérienne aux côtés de l'islam et de l'arabité est un facteur de consolidation de l'unité nationale.
Le développement du secteur hydraulique, on en parle également ce soir. C'est un secteur qui a été développé en Algérie. Il a été au cœur des préoccupations de l'État, à sa tête le président de la République. Assurer l'approvisionnement en eau potable pour les Algériens a été un véritable défi, d'autant plus que notre pays a vécu de longues périodes de stress hydrique. La valorisation des ressources en eau a été au centre des investissements consentis dans ce domaine stratégique qui a permis aussi de développer l'irrigation pour le développement agricole. Jazia Bayou. Étendre l'alimentation en eau potable à travers tout le territoire national, tel est le défi lancé par les pouvoirs publics depuis la fin des années 90. En ces temps-ci, le nombre des barrages ne dépassait pas les 44, d'une capacité de stockage de 3,6 milliards mètres cubes, ce qui a nécessité la mise en place d'une stratégie nationale pour une meilleure gestion des ressources en eau. Un plan d'action efficace car l'on dénombre aujourd'hui le chiffre de 80 barrages d'une capacité de 8,7 milliards mètres cubes. Ajoutez à cela 5 barrages en voie de réalisation, ce qui permettra un taux de stockage de plus de 9 milliards mètres cubes. Conformément aux défis lancés pour une meilleure gestion des ressources hydriques en Algérie et grâce à la vision éclairée du président de la République, une stratégie nationale dans le domaine hydrique a été mise en place. Avant, nous avions 44 barrages seulement avec une capacité de stockage annuelle de 3,6 milliards de mètres cubes. Actuellement, par contre, nous enregistrons 80 barrages d'une capacité de stockage de 8,7 milliards de mètres cubes. Pour une meilleure équité dans l'alimentation des différentes régions de la République en eau potable, de grands projets dans le domaine hydrique ont été réalisés à travers tout le territoire national, à savoir le grand projet de transfert d'eau Insalah Tamanrasset. Ajoutez à cela d'autres projets de transfert en voie de réalisation. Concernant les projets en cours de réalisation pour le transfert d'eau, l'on note le projet de transfert des eaux phréatiques au nord de N'Ama vers le sud de Tlemcen ainsi que vers le sud-ouest de la wilaya de Sidi Bel Abbas. Un autre transfert concernera les hauts plateaux, Sétif et El Alma. Le côté est et ouest est alimenté par le barrage Iri-El-Amda. Ce sont donc quelques projets qui ont pu être réalisés avec succès dans le cadre d'une stratégie nationale pour une meilleure gestion des ressources hydriques, en attendant que d'autres projets prometteurs en voie de réalisation voient bientôt le jour en Algérie. Et justement, on fait un focus ce soir sur un projet d'envergure de transfert d'eau d'Insalah vers Tamanrasset. Il s'étend sur une distance de plus de 700 km. C'est une réalisation gigantesque lancée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika en janvier 2008 et qui permet d'assurer un volume de 50 000 mètres cubes, mètres cubes d'eau bien sûr par jour à la population de Tamanrasset. Le reportage de Rabah Madawi, commentaire Amal Bouarba. Le méga-projet de transfert d'eau sur une distance de plus de 700 km de Insalah vers Tamanrasset est le projet du siècle, dont les retombées sont aussi bien sociales qu'économiques dans la région de l'Haggar. La finalisation des travaux de la station de déminéralisation de l'eau potable en 2017 marque l'achèvement des travaux de ce projet d'envergure, alors que l'approvisionnement de la population en eau potable a commencé en avril 2011 grâce au transfert du précieux liquide de Tamanrasset vers Insalah. Et c'est ici, dans ce réservoir, que cette eau est stockée d'une capacité de 50 000 mètres cubes jour. Ce site dispose également d'un laboratoire d'analyse et de contrôle de la qualité de l'eau. La bactério. ومن طون نتبعوا لا بارتي تريتمون راكم تلاحظوا يعني في هذا المشروع. Ce projet a énormément apporté à cette région et tout le monde en a bénéficié, que ce soit dans le domaine industriel ou agricole et bien sûr en matière d'alimentation en eau potable. Un projet qui a été conçu avec une capacité de pompage de 100 000 mètres cubes d'eau par jour, bien que les besoins actuels dans la région ne dépassent pas les 30 000 mètres cubes par jour pour une population de quelques 120 000 habitants. Les avancées en matière d'alimentation en eau potable ont eu des répercussions positives. Cela a entraîné le recul de l'activité commerciale de l'eau des citernes mobiles et l'augmentation du nombre d'abonnés à l'Algérienne des eaux.
On était à 14 000 abonnés. On a atteint pratiquement le double, soit 24 000 abonnés au niveau de l'ADE de Tamanrasset, entraînant ainsi des revenus supplémentaires. Avant, les robinets étaient à sec. On était obligé d'acheter l'eau des citernes et c'était coûteux. De l'eau potable dans les robinets sans les désagréments des perturbations. C'est certainement pour bientôt, grâce notamment à l'achèvement des travaux de réalisation des 3 nouveaux réservoirs d'une capacité de 9000 m3 jour. C'est le réservoir Hadaya, réservoir NR2, qui va alimenter le secteur Adrian, Adrian, Ankouf, Al Jazeera ou Saint-Juillet. La dernière tranche du projet concerne l'alimentation en eau potable des localités limitrophes de la ville de Tamanrasset. Nous allons démarrer les travaux progressivement selon les spécificités de chaque région. C'est une véritable aubaine que d'avoir enfin de l'eau potable. Seuls ceux qui en étaient privés savent à quel point ce liquide est précieux. Le transfert de l'eau de Insalah vers Tamanrasset, un projet emblématique qui est venu mettre fin à des années de sécheresse, mais une autre bataille demeure, celle de la lutte contre le gaspillage de ce précieux liquide. Le ministère malien des Affaires étrangères a démenti l'information véhiculée par certains médias faisant état de rappels pour consultation de l'ambassadeur du Mali en Algérie, soutenant que le gouvernement malien continuera toujours à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de fraternité existant entre les deux pays. Il n'a jamais été question de rappeler ni de l'appel en consultation de l'ambassadeur du Mali en Algérie et du conseil du consul général à Tamanrasset, indique encore le ministère malien des Affaires étrangères dans un communiqué rapporté par la presse malienne ce vendredi. Le gouvernement du Mali remercie une fois encore le gouvernement algérien pour ses efforts inlassables en vue de hisser nos relations de coopération au niveau souhaité et de faire aboutir le processus de paix au Mali, ajoute encore la même source. Le ministère malien a par ailleurs annoncé que dans ce cadre, une rencontre à laquelle prendront part l'ambassadeur du Mali en Algérie, celui de l'Algérie au Mali ainsi que le consul général du Mali à Tamanrasset se tiendra très prochainement à Bamako pour examiner toutes les questions d'intérêt commun et particulièrement celles relatives à la migration et aux affaires consulaires. Un mot sur la production pétrolière de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses 10 partenaires qui a atteint en mars dernier un niveau de conformité record de 149% avec leur engagement de réduction selon le communiqué final de la 8e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord OPEP-non-OPEP à laquelle prend part Mustafa Guitouni, ministre de l'énergie. Cette rencontre qui se tient à Jeddah, il faut le rappeler, en Arabie Saoudite. La prochaine réunion du comité est prévue le 21 juin prochain à Vienne, alors que la 10e réunion se tiendra à Alger en septembre prochain. Comment convaincre les investisseurs étrangers de venir en Algérie monter des projets de partenariat avec leurs homologues algériens? C'est le but d'une rencontre tenue à Marseille, organisée conjointement par le consulat général de Marseille et le conseil du département des Bouches-du-Rhône. Ava Blouchet a couvert l'événement. C'est la 2e édition des journées consacrées à l'investissement en Algérie, organisée par le consulat général algérien à Marseille et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Objectif, inciter les entreprises françaises de ce département géographiquement très proche de notre pays à s'impliquer davantage dans la coopération. L'Algérie donc est stable sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Et ça, c'est grâce à la concorde et à la concorde civile et à la loi sur la réconciliation nationale décidée, promulguée par son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cette loi qui a ramené la paix, et la sécurité et la sérénité pour le pays. Arriver d'abord à mener à bien cette politique de substitution, et pour parvenir en fin de processus à développer l'infrastructure d'exportation que nous devons avoir pour pouvoir exporter d'abord en Afrique où il y a un marché assez prometteur qui nous attend. Spécialisée dans la climatisation, l'entreprise de Patrick est présente en Algérie depuis les années 80 et n'a jamais déserté le terrain. Pour moi, aujourd'hui, c'est un marché à moyen et long terme. Donc c'est sûr qu'une société qui vient pour faire un coup sur 6 mois, c'est pas la peine qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne dans un but de rester plusieurs années, de développer une activité là-bas sur place,
de recruter du personnel algérien, comme nous l'avons fait. Nous avons une filiale en Algérie avec une vingtaine de personnes. Et c'est grâce aux deux sociétés, maison mère et filiale, mais avec des techniciens et ingénieurs algériens, que nous réussissons à faire ce que nous devons faire. Des témoignages incitatifs de plus en plus nombreux, d'après la vice-présidente du département des Bouches-du-Rhône. Ce qu'on peut voir au vu des témoignages qui ont été faits aujourd'hui, c'est qu'il y a finalement beaucoup d'entreprises françaises qui vont s'installer et travailler en Algérie. Et donc du coup, ça donne de l'emploi en Algérie, ça crée des richesses en Algérie, mais ça permet aussi à des entreprises françaises de se développer en Algérie. Des entrepreneurs qui comptent sur l'ingéniosité de leurs homologues algériens pour créer un partenariat plus pérenne. Revenons en Algérie. Plus d'une semaine après le drame qu'a vécu notre pays, le crash de l'avion militaire à Boufarik, l'acheminement des dépouilles vers les différentes régions du pays se poursuit. Des familles en deuil enterrent leurs morts dans un esprit de recueillement. Camélia Mellal. L'Algérie, touchée dans sa chair et son âme par le tragique crash de l'avion militaire à Boufarik au sud d'Alger, poursuit aujourd'hui l'enterrement des 257 victimes. À Rilisène, plus exactement dans la commune de Mazouna, une foule nombreuse a rendu un dernier hommage au sergent-chef Hassani Issa. Même atmosphère de tristesse et de compassion à Taraf, où des adieux ont été faits à deux autres militaires, le caporal Bousta Abdel Halim et le caporal Nasri Abdel Raouf, en présence du général Boudras Nourdine, commandant de la 5e compagnie de radar de détection et de contrôle de Annaba. Un autre martyr, le caporal Abid Imed-Din, a été enterré dans la wilaya de Tébessa, en présence du général Tahri Saad, directeur de l'école nationale des sous-officiers de Khenchla. Dans la wilaya de Skikda, un dernier hommage a été également rendu au caporal-chef Boussis Mohamed Amin, arrivé dans la journée et dont le corps a été porté à bout de bras par ses frères d'armes. La cérémonie d'enterrement a eu lieu en présence du général-major Hembli Nourdin, commandant adjoint de la 5e région militaire à Constantine, et du général Haussis Abdelhamid, commandant régional de la défense aérienne. Plus loin toujours, dans l'est du pays, à Khenchla, c'est à une victime du devoir, le Djoundi Bouadjaja Hamza, à qui on a rendu les honneurs militaires dans la dignité, et c'est en présence du général Berresh Rachid, directeur général de l'entreprise de construction mécanique. Le général Mlawi Salah, commandant de la façade maritime à Djidjel, a également assisté à la cérémonie d'enterrement du martyr, le caporal-chef Belmarabat Khirdin, dans la région de Ouled El Abah à Djidjel, et ce, dans une ambiance de tristesse et de beaucoup de peine. Nous apprenons ce soir que 3 terroristes ont été capturés ce vendredi par un détachement de l'armée nationale populaire à Djidjel, à Ain Loubna, à Ziama Mansouriya précisément. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit du dangereux terroriste H. Abdel Hakim, dit Abdel Nasir Jamal, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995. Du terroriste également M. Arzqi, dit Ammi Saïd, qui a rallié les groupes terroristes en 2002. Et puis A. Hichem, dit Mouad, qui avait rallié les groupes criminels en 2017, précisant encore la même source. Cette opération, toujours en cours, a permis de récupérer aussi 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 5 chargeurs et 155 balles, une paire de jumelles et 3 téléphones portables, ajoute encore le MDN. On apprend également ce soir qu'un dangereux terroriste responsable d'une des organisations terroristes au Sahel s'est rendu ce vendredi aux autorités militaires de Tamal Rasset, toujours selon un communiqué du MDN. Il s'agit du nommé Larbi Khalifa, dit Abou Ayoub, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010. Le dit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni de munitions, précisant encore le MDN. Et puis c'est à cette occasion, le ministère de la Défense nationale lance encore une fois un appel au reste des terroristes pour qu'ils saisissent l'opportunité de bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur, à l'instar de ceux qui se sont rendus aux autorités sécuritaires, conclut encore le MDN. Et puis une dernière information sécuritaire, elle concerne une saisie de drogue, cette fois 2 narcotrafiquants en possession de 18 kg de kiff traité ont été arrêtés par des éléments de la gendarmerie nationale à Sidi Bel Abbès. Et
Et bien sûr, dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, les gardes-côtes ont mis en échec à Annaba une tentative d'émigration de 29 personnes qui étaient à bord d'une embarcation de confection artisanale, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 40 émigrants clandestins de différentes nationalités dans plusieurs régions, Tlemcen, Tiaret, Ouelgla ou encore Larouat, conclut encore le communiqué du MDN. On célèbre en ce moment le mois du patrimoine et c'est l'occasion pour nous de vous faire découvrir de belles régions de notre pays avec aujourd'hui un endroit extraordinaire qui se trouve à Tarf, Hammam Sidi Trad. Ces eaux thermales sont à 64 degrés et elles sont certes curatives, mais ce qui attire le plus les visiteurs, ce sont les petits cours d'eau et les cascades qui ornent cet endroit. C'est la première fois d'ailleurs qu'une caméra de notre télévision les filme. Les voici en images dans ce reportage signé Badia Amarli. C'est un paysage à couper le souffle, un site à l'état sauvage, une nature généreuse pour une quiétude assurée et un dépaysement total. Se laisser bercer par le son des flots coulants de cette cascade est un pur plaisir. Cet endroit est malheureusement méconnu par la majorité des Algériens, même si beaucoup s'y rendent dans les 2 seules cabines de bain existantes, car les eaux thermales de ce Hammam Sidi Trad, dont la température est de 64 degrés, sont curatives. Nous, on lance comme direction du tourisme un appel aux investisseurs intéressés, investisseurs sérieux, à se présenter dans notre wilaya afin de faire de cette richesse importante une destination attractive. Le site Hammam Sidi Trad a fait l'objet d'une étude hydrogéologique et d'aménagement. Cette étude hydrogéologique a fait ressortir quelques terrains qui vont recevoir des investissements de grande importance. Wilaya à fort potentiel touristique et thermal, At-Tarf s'apprête donc à lancer des projets d'envergure dans ce créneau d'activité qu'est le thermalisme. Un produit fortement demandé par les Algériens. Ici, au niveau de ces terrains, seront accueillis ces projets dont l'un s'étendra sur une surface de 10 hectares. C'est un coin paradisiaque. Il recèle beaucoup de potentialités foncières destinées à l'investissement touristique. Inch'Allah, en voulant que ce site sera le pôle de l'investissement touristique thermal au niveau de la wilaya del Tarf. Inch'Allah, dans ce site, il est programmé 3 projets touristiques structurants. Hammam Sidi Trad sera doté de complexes au standing, des hôtels et des complexes touristiques, incluant toutes les commodités nécessaires pour un bon séjour. Le hammam est indiqué pour les affections dermatologiques, rhumatismales et pour les états de fatigue. Mais il y a beaucoup de manques tels que les routes. C'est un endroit touristique par excellence, mais beaucoup de choses manquent, telles que les hôtels pour les touristes qui viennent de loin. La wilaya d'At-Tarf n'attend plus que ses investisseurs à même de développer le thermalisme dans cette région déjà prisée pour ses belles plages et sa nature vierge qui invite au repos et assure la quiétude. On termine avec le sport, avec la 26e journée de Ligue 1 à Mobilis, une journée qui a été profitable au leader, le CS Constantine, qui creuse l'écart sur son poursuivant immédiat à 6 points. Les Constantinois ont battu l'USM Alger sur le score de 2 buts à 1 dans les arrêts de jeu. Notez que le MC Alger a été battu sur le même score de 2 buts à 1 par le Nahd Hosindey dans le derby algérois. Puis le choc des mal classés entre le CR Belouizdad. Voilà donc les images du MCA face au Nahd. Et comme je le disais, donc le CR Belouizdad de son côté
face à la JS Kabylie s'est terminé sur le score de parité d'un but partout. Ces deux équipes ont profité du faux pas enregistré par l'USM Al-Harrach, battu à domicile par le DRB Tajinan, 2-1. L'autre belle opération de la journée est à mettre à l'actif de la JS Saoura qui a empoché les 3 points de la victoire lors de son déplacement à Sidi Bel Abbès. Fin de ce journal, un rappel des titres avant de vous quitter. Nous célébrons aujourd'hui le 38e anniversaire du printemps berbère, coïncidant avec le 20 avril 1980. Les festivités marquant cette date mettent en avant les acquis réalisés 38 ans après. Comment convaincre les investisseurs étrangers de venir en Algérie monter des projets de partenariat avec leurs homologues algériens? C'est le but d'une rencontre tenue à Marseille, organisée conjointement par le consulat général de l'Algérie à Marseille et le conseil du département des Bouches-du-Rhône. Puis nous sommes partis découvrir dans les régions l'extraordinaire Hammam Tarad à Taraf, un paysage féerique que notre caméra avait filmé pour la première fois et nous avons pu apprécier ces images. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous, à demain avec Amine Zahouf à midi, je vous retrouve à 19h.